Bien, bonjour à toutes et à tous. Ça va, vous êtes bien installés? Oui, vous bougez plus là. Alors, ce qu'on a souhaité faire avec cette journée, puisque donc l'étude a été publiée en fin d'année dernière, on a fait 2 webinaires. Un premier webinaire où on l'a présenté à toutes les personnes qui ont participé à l'étude, et un second ouvert à tous. Il faut que je le rapproche. Et donc, suite à ça, le rapport est paru officiellement. Mais ce qu'on souhaitait faire maintenant, puisque le temps de la recherche est un temps long et que les familles et les professionnels qu'on a interrogés, ça remonte finalement presque déjà à 2 ans. Et donc on voulait savoir quel a été un peu l'impact de cette étude, de ces entretiens, de ces réflexions qui ont été lancées pour savoir s'il y avait eu une progression. Et puis au-delà de ça, on n'est pas tout seul à travailler sur le sujet. On a d'autres équipes qui travaillent aussi et on voulait leur donner la parole pour constituer un peu un groupe, un ensemble de réflexions communs avec plusieurs cerveaux et toujours plus intelligents. Alors, hop, je vais essayer de changer la page, mais... Donc ça, c'était... J'ai besoin d'aide, je suis désolée, je suis passée au Mac et je ne sais plus m'utiliser un PC. Pardon. C'est quoi la question? C'est comment je mets le... Tu veux faire quoi? Tu veux passer la diapo? Échappe. Ah, pas mal déjà. Voilà. Ah, tu veux mettre ta slide? Ma présentation, c'est Alors, ça. hop, elle est où? Elle est sur la clé? Elle est sur la clé. Et c'est celle-ci. Laquelle? Celle-là. Après, tu sais faire? Non. Non? Diaporama, sans doute? Ouais, non, mais attends. Voilà, là, il y a ce truc-là qui s'allume. En dessous, ça. Ouais, mais je pense que si tu passes par là, Ouais. c'est pareil. Diaporama, hop. Super, merci, désolée. Alors, comment est structurée la matinée? Tout d'abord, on ne voulait pas vous représenter en un bloc les résultats de l'étude, et on l'a découpé en mixant avec 2 tables rondes, une avec des parents et une autre avec les professionnels. Et donc, je vais d'abord vous présenter les quelques résultats qu'on a obtenus en questionnant les familles, et ensuite on discutera avec eux ensemble, puis on vous questionnera également. Et ensuite, on fera la même chose. Je vous présenterai les résultats concernant les entretiens menés avec les professionnels et on échangera aussi avec eux par la suite. C'est bon pour vous? Nickel. Alors, quand on a commencé cette étude, on avait ces objectifs de départ qui étaient de savoir identifier un peu les interrogations, les incertitudes, les inquiétudes que suscitait le vieillissement pour les parents qui sont parents d'enfants et surtout d'adultes aujourd'hui, polyhandicapés ou en grande dépendance. On voulait analyser l'origine de ces inquiétudes et leurs répercussions sur les décisions des parents par rapport à l'après-soi. Essayer aussi de définir les situations qui conduisent les parents à se retirer ou à confier à leurs autres enfants un peu la responsabilité ou en tout cas l'accompagnement de leur enfant polyhandicapé ou en grande dépendance. On voulait aussi du coup recueillir les attentes des parents pour savoir comment ils se projetaient et de quoi ils avaient besoin pour continuer à se projeter. Et puis déterminer un peu aussi les besoins, notamment en formation ou en accompagnement des professionnels pour pouvoir également prendre en compte cette problématique-là. Donc la méthodologie, on a travaillé de façon qualitative, principalement. Donc moi, je suis anthropologue, donc je sais plutôt faire des entretiens. Et on a décidé de partir de volontaires, de familles volontaires, pour travailler et se questionner sur ce sujet-là. On a eu 12 familles volontaires et à partir de leur situation, on a essayé d'élargir aux professionnels qui s'occupaient de leurs enfants. Donc les familles qu'on a interrogées, ça a donné lieu à l'entretien avec 20 parents et avec 5 frères et sœurs. On n'a pas interrogé, finalement, on n'a pas eu beaucoup moins de volontaires dans la fratrie que les parents. Donc ça aussi, c'est un élément de questionnement, mais aussi d'information. Les entretiens avec les familles étaient longs, passionnants, et on a beaucoup appris. Les parents interrogés avaient entre 48 et 79 ans, et leurs enfants ont en majorité entre 40 et 50 ans.
Donc on a également fait des entretiens avec des professionnels, donc 19 professionnels, 2 directeurs de masse, un chef de service, 2 psychologues, une art thérapeute, 6 aides-soignantes, 6 aides médico-psychologiques et un notaire, que vous aurez le plaisir d'entendre tout à l'heure. Donc, concernant le vieillissement des parents, donc, qu'est-ce qu'ils en pensent eux-mêmes? Quel est leur point de vue? Donc au départ, on était vraiment parti sur l'idée on va les interroger sur l'après-eux, comment ils ont anticipé, est-ce qu'ils ont réfléchi, à qui allait prendre soin de leurs enfants, est-ce que c'est une question, est-ce que c'est déjà réglé, etc. Mais en fait, au fur et à mesure des entretiens, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas que l'après-soi, donc éventuellement après le décès des parents, mais qu'il y avait aussi toute une période en amont qui concerne vraiment le vieillissement des parents et potentiellement leur perte de capacité liée à l'âge. Et ce temps-là peut être une vraie rupture dans la mesure où potentiellement les parents ne peuvent plus soit accueillir, soit aller voir leur enfant. Et du coup, dans cet entre-deux qui n'est plus l'absence liée au décès, mais l'absence liée à une perte de capacité physique, comment on garde le lien finalement avec leurs enfants? Comment ils peuvent garder le lien avec leurs enfants? Et quelle part les établissements peuvent prendre pour aider les familles finalement à rester en lien? Donc, lors des entretiens, ce que l'on a compris, c'est que le handicap fige le temps qui passe. Lorsqu'on a un enfant qui n'a pas les évolutions classiques d'une vie d'adulte, avec justement ce passage à l'âge adulte, l'autonomie par le fait de quitter le foyer, etc., éventuellement rencontrer quelqu'un d'autre, avoir un métier, etc. Quand l'enfant que l'on a est toujours finalement un peu sous notre responsabilité, on s'aperçoit que le temps s'écoule différemment. Et que les parents se voient moins vieillir. Alors, personne ne se voit vieillir, soyons honnêtes. Mais on se voit encore moins vieillir quand on a toujours la responsabilité d'un de ses enfants. Et puis, un autre enseignement, c'est que vivre dans le présent, et justement ne pas se projeter dans l'avenir, c'est aussi devenu, pour tous ces parents, une philosophie de vie. Leur vie a tellement été, depuis la naissance de cet enfant particulier, pleine de déceptions, de fins annoncées au fur et à mesure, alors que finalement ça ne s'est pas du tout passé comme ce qui leur avait été prédit. Ils ont arrêté de se projeter dans le temps et de faire des plans sur la comète, entre guillemets, pour profiter de la vie au jour le jour. Donc, un dernier point, quand on est allé les questionner sur la vie après eux, on s'est rendu compte que finalement c'était un large impensé que de pouvoir imaginer décéder finalement avant leur enfant et donc reprendre certes une logique naturelle, on va dire, biologique même, et parce que justement le décès de leur enfant leur a été annoncé tellement de fois que finalement c'était presque intériorisé qu'ils survivraient à leur enfant. Alors, quand on les a interrogés sur leurs difficultés aujourd'hui, quelles sont les difficultés aujourd'hui pour continuer à accompagner votre enfant, ils nous ont dit que l'une des premières difficultés, c'était les trajets. Parce que leur enfant ne vit pas toujours à proximité d'eux, et que donc il faut faire de la route, et puis parfois beaucoup de route, pour pouvoir aller lui rendre visite. Donc, quand on vieillit, rouler longtemps, c'est de la fatigue, et ça s'accentue à chaque déplacement. Ensuite, que ce soit d'aller voir ou de recevoir, quand on est avec son enfant, il y a tout un tas de manipulations, de transferts, de soins qu'on lui apporte, qu'on a de plus en plus de mal à faire parce que, lié à l'âge, et puis peut-être que le corps aussi a la mémoire de tous ces gestes faits auparavant et qui ont contribué à le faire vieillir peut-être encore un peu plus vite aussi. Notre difficulté, ça va être dans l'animation, entre guillemets, du séjour avec son enfant. Quand on reçoit son enfant, les parents nous ont dit qu'ils faisaient en sorte de différencier le temps de vie en établissement et le temps de vie à la maison, ou même de temps de vie passé ensemble, que ce soit à la maison ou dans l'établissement ou dans un logement à proximité de l'établissement. Et ces temps-là, généralement, sont consacrés pleinement à son enfant. Et donc, on veut en faire en sorte de faire toutes les activités que son enfant aime bien. Mais parfois, ça devient justement difficile. Si notre enfant aime bien se baigner,
peut-être que le mettre dans la piscine commence à devenir difficile. Ne serait-ce aussi que juste aller se promener finalement, d'aller le promener en fauteuil, parfois ça devient aussi des activités qui commencent à être difficiles. Du coup, comment tous ces parents s'adaptent finalement à ces difficultés du quotidien? D'abord, de façon un peu bête mais logique, c'est rester en forme, c'est-à-dire faire attention à soi, ne pas faire d'excès, de veiller un petit peu aussi à son mode de vie pour pouvoir durer tout simplement. Après, ça va être une anticipation organisationnelle, c'est-à-dire que lorsqu'on reçoit son enfant ou lorsqu'on va le voir, on pense absolument à tout. On fait les courses en avance, on prépare l'échange en avance, tout est très organisé pour que finalement le séjour soit le plus simple possible, ou en tout cas la visite soit la plus simple possible. Et puis un peu peut-être une nouveauté par rapport à la vie active, c'est aussi lorsqu'on a son enfant, c'est faire à deux. Alors là je précise un petit peu, dans notre corpus de parents interviewés, qui n'est pas le corpus représentatif de l'ensemble des parents ayant un enfant en situation de handicap, nous avons interrogé majoritairement des couples. Et donc pour eux, c'était cette nouveauté-là, c'était faire à deux en fait. Tout devient indispensable de faire à deux. Autant sur le plan pratique, les transferts, l'échange, etc., à deux, seul ce n'est plus possible, donc il faut le faire à deux. Mais ça peut être aussi les temps de repos au sein du séjour, c'est-à-dire qu'à un moment, je suis un peu fatiguée par l'attention que me demande mon enfant, et du coup, on se relaie, on se permet aussi de faire équipe. Et d'ailleurs, les parents ou les frères et sœurs qu'on a interrogés qui ne sont pas deux cherchent aujourd'hui dans leur entourage un acolyte qui pourrait les accompagner durant ces temps de visite ou d'accueil du frère ou la sœur ou de l'enfant en situation de handicap pour justement être deux. Les autres adaptations, ça va être réduire le temps d'accueil. J'accueillais mon enfant sur 3 jours, peut-être que maintenant je vais l'accueillir sur 2 jours. Espacer aussi les visites. Il venait à la maison où j'allais le voir toutes les semaines, je vais y aller plutôt tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, voire encore un peu plus. Donc espacer les visites. Finalement, dans l'espacement de ces visites aussi, certains parents se confortent en disant que c'est une manière de le préparer aussi à l'absence et au futur décès potentiel de eux en tant que parents pour leur enfant. Et puis finalement, la fratrie, implicitement, est le relais naturel, évident, à tel point évident que finalement, il s'est rarement formulé comme un souhait des parents à la fratrie. C'est quelque chose que tout le monde a intériorisé en soi depuis finalement presque la naissance de cet enfant particulier, et personne n'ose le remettre en cause. Alors les parents relativisent, mais c'est pas grand-chose, je lui demanderai pas de faire exactement ce que je fais, mais au moins de s'occuper sur le plan administratif, ou au contraire lui dire au moins lui rendre visite de temps en temps, au moins voilà. En tout cas, le recours à la fratrie est une évidence, et puis souvent aussi l'attachement au sein de la fratrie est un argument de poids, voire un consentement non formulé. Elle adore son frère, il adore sa sœur, donc c'est évident qu'il aura lui-même envie de prendre soin de lui lorsqu'on ne sera plus là. Alors, je suis trop longue peut-être déjà. Juste un mot sur la fratrie. La fratrie, on a observé qu'aujourd'hui, pour la fratrie, il y a deux relations possibles. Il y a la fratrie qui a une relation avec le frère ou la sœur en situation de grande dépendance, qui est juste entre guillemets, juste une relation de plaisir, c'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à voir leur frère ou leur sœur, mais les parents sont toujours là en point de jonction, c'est-à-dire que c'est eux qui organisent les temps de rassemblement, ça peut être Noël, un anniversaire, que sais-je. Mais par contre, le parent est toujours là et c'est lui finalement qui est l'aidant principal et donc gère la relation avec le frère ou la sœur. Et il y a les fratries qui ont déjà passé un cap et qui sont dans une relation d'aide et qui sont déjà mobilisées pour soit remplacer les parents sur certains actes, soit pour être un soutien administratif déjà pour les parents. Quelle que soit la relation dans laquelle ils sont aujourd'hui, les deux génèrent évidemment du plaisir et parfois aussi un peu d'épuisement. Ce qui va être plus difficile, c'est de passer d'une relation de plaisir à une relation d'aide.
Et ce transfert-là, enfin, cette transition-là, génère parfois pas mal d'appréhension. Puis aussi, ce transfert, c'est possiblement la crainte de l'échec. C'est-à-dire, est-ce que je vais réussir à prendre soin de mon frère et de ma sœur comme le faisaient mes parents? Est-ce que je vais faire ce que mes parents voulaient que je fasse pour mon frère ou pour ma sœur? Est-ce que si je dois gérer le décès de mon frère et de ma sœur, est-ce que je respecte bien les volontés de mes parents pour mon frère ou pour ma sœur, ou les siennes si j'ai réussi à ce qu'elles soient exprimées? Dans cette relation d'aide, sans surprise, c'est plus les filles que les fils qui sont impliqués. Et parfois, cette implication et ce dévouement pour la famille génèrent un sentiment de burn-out et remet en cause notamment beaucoup la place que la sœur a au sein de la famille, auprès de ses parents, auprès de ses frères et sœurs et auprès de son frère en situation de handicap. Et donc parfois aussi, ça génère un sentiment d'injustice, notamment au sein d'une fratrie. Alors les craintes liées au vieillissement des parents, elles sont de deux ordres. Elles sont d'un ordre de je veux prendre soin de mes parents et je sens qu'ils s'épuisent à prendre soin de mon frère ou de ma sœur, et donc j'essaie de les soulager pour pouvoir les ménager. Et puis parce que, accessoirement, moi-même j'ai des enfants, je veux qu'ils s'occupent aussi de mes enfants ou qu'ils aient un rôle de grands-parents, etc. Et du coup, implicitement, la fratrie, sentant leurs parents fatigués sur certains aspects, vont venir les remplacer spontanément et sans que cela soit réellement verbalisé. Et dans les entretiens qu'on a pu avoir avec les 5 frères et sœurs qu'on a interrogés, devenir le tuteur de son frère ou sa sœur, cette continuité-là est aussi inquiétante dans la crainte de ne pas savoir faire ou de ne pas faire correctement. Bon, alors je vous propose du coup d'accueillir une famille qui avait témoigné il y a déjà bientôt 2 ans. Donc, monsieur et madame Boutier, Alain et Marie-Agnès. Et on va voir avec eux qu'est-ce qu'il en est depuis ce premier entretien. Donc, vous êtes les parents de Sylvain. Sylvain qui a aujourd'hui 45 ans, je ne me trompe pas? Oui, 45 ans en juin. En juin, 44 alors. Est-ce que je peux dire vos âges? Ou peut-être que... Alors, si je ne me trompe pas, parce que je vais essayer d'augmenter un petit peu. Donc, vous avez 70 ans cette année? Dans moins de... Oh là là. Et vous, Alain, 74. Ok. Donc, Sylvain a une sœur jumelle et un grand frère. Et Sylvain vit à La Force, près de Bergerac, au sein de l'établissement Pénuel, le groupe. Pénuel de la Fondation John Bost. Exactement. Voilà, où il est depuis 2002. Ok. Et nous habitons la Seine-et-Marne. Donc, c'est pas tout près. Combien de temps de trajet? 7 heures. Bon, alors, depuis votre participation à l'étude, donc quand j'étais venue chez vous pour vous interviewer, c'était donc il y a 2 ans. Et est-ce que depuis, est-ce que vous avez un peu changé ou est-ce que vous êtes projeté dans l'avenir de votre enfant à l'aune de ce qu'on avait pu se dire? Alors, disons que ce qui nous a le plus motivé, c'était de parler de cette expérience de votre rencontre et des échanges qu'on a eus avec les frères et sœurs de Sylvain, avec un petit couac, parce qu'on pensait qu'ils allaient pouvoir vous rencontrer. Eux, ils tenaient absolument à être ensemble pour vous rencontrer. Ils ont eu des échanges et autres, et puis en fait, ils n'ont jamais réussi à se trouver un moment ensemble. Enfin, ça ne tombait pas bien. On ne va pas faire de la psychanalyse de bon marché, mais bon, c'est comme ça. Par contre, nous, on leur a demandé à tous les deux qu'on puisse se rencontrer pour parler justement de ce temps-là qu'on avait passé, de réflexion. Et donc, on les a invités au restaurant un soir et pour évoquer, pour évoquer un petit peu justement ces questionnements autour d'après-soi.
Mais je crois, Marie-Agnès dira peut-être si je me trompe un peu, je crois que c'était essentiellement parce que on voulait qu'ils sachent qu'on pouvait se dire vraiment ce qu'on ressentait, au fond, qu'il n'y avait pas d'obligation, et surtout pas d'obligation de faire la même chose que nous. Voilà. Il y a eu quelques essais qui ont eu lieu une fois ou deux, je ne sais plus d'ailleurs, où sa sœur jumelle a voulu profiter des vacances et passer le voir, où ça a été plutôt compliqué, sans nous, parce que d'abord, elle avait perdu l'habitude de là où en étaient les relations avec son frère quand on est confronté à l'emmener se promener en fauteuil et que lui n'a pas du tout envie d'aller dans la direction où elle veut aller. Il a fallu qu'ils appellent les professionnels pour venir rechercher Sylvain parce qu'ils n'arrivaient pas à revenir, quoi, avec, et puis du coup ça l'avait c'était senti mal, quoi, que ça puisse pas se faire, donc ça a permis d'en reparler. Il y a eu des temps où on s'est retrouvés tous ensemble, mais les temps tous ensemble, en fait, c'est des temps où nous on est là, et donc pour Sylvain ça se passe tel qu'il a l'habitude que ça se passe avec ses parents, voilà. Et donc voilà, ça a été ce temps-là qui a été important, je crois, parce qu'on a pu se dire, bon, on peut faire des choses très différentes, est-ce que vous avez l'intention ou pas, est-ce que... c'était plus, je crois, pour qu'ils se sentent libérés dans le sentiment de ce qu'ils sont capables ou pas capables de faire. Le frère aîné de Sylvain donne déjà un coup de main plutôt sur tout ce qui est gestion administrative, puisqu'on est co-tuteur et que quand il faut faire les comment on appelle ça, le rendu au juge des tutelles sur les frais, tout ça, il donne un coup de main, il nous a fait le logiciel, enfin bon, pour que ça puisse se faire rapidement. Bon voilà, je crois que ce qui a été le plus... Et puis la deuxième chose que ça a créé, mais ça on en parlera peut-être après si on veut pas, c'est qu'au sein du pavillon Pénuel où est Sylvain, on anime depuis 2 ans, ou un peu plus, 3 ans, un café des aidants, et que du coup là, on a demandé à ce que le thème, l'après-soi, soit travaillé au mois d'avril, là, avec ceux auxquels on va se rencontrer, mais qui n'a pas une implication particulière sur nous et notre après-soi à nous, mais plutôt sur le fait de créer encore un lieu où on va pouvoir échanger avec d'autres personnes et permettre à d'autres personnes d'aller. Non, tu n'as rien oublié. Moi, je compléterais simplement en disant que, en insistant sur le fait que pouvoir se poser avec vous autour de cette question, qui était déjà latente dans nos esprits, même si les années qui ont précédé, on a plus été préoccupés par l'éventuelle disparition de Sylvain, puisque à l'époque, il traversait une période très difficile, ce qui n'est plus le cas actuellement. Voilà, et que dans cette période plutôt assez tranquille, en tout cas, moi, j'avais besoin de cette tranquillité d'esprit pour pouvoir aborder ce sujet. Je pense que dans des périodes un peu plus de crise ou de difficultés plus importantes, c'est compliqué d'aborder ça de manière sereine. Et puis ajouter aussi que ça fait quand même un petit moment, puisque nous, on a cette difficulté des 600 km qu'on fait régulièrement et qu'on a toujours fait très régulièrement. On a, il y a un peu moins de 20 ans de ça, pu acheter une petite maison en Haute-Vienne, ce qui nous coupe un peu le trajet en deux. Et c'était vraiment dans l'idée, effectivement, on se disait on ne pourra pas continuer à faire 600 km tous les 2 mois, même si on conduit tous les 2. Enfin, voilà, je pars. Voilà. Et puis, sur ce qu'on a pu mettre en route, un truc tout bête, mais qui a quand même son importance, eh bien, on est en train de faire des démarches pour faire installer une assistance électrique à pousser. Sylvain est un homme qui aime énormément se promener et la balade avec lui quand nous sommes là. Alors on reste sur la fondation, on ne le ramène pas chez nous. Il y a des pavillons qui sont prêtés aux familles et qui nous permettent de recréer un peu une vie de famille en fait,
avec notre fils. Et voilà, uniquement la journée. Et le soir, il retourne sur le pavillon. Et puis après, on le reprend le lendemain matin. Enfin, voilà. Donc il y a ce projet aussi, parce que pousser un fauteuil, ça devient un peu plus difficile maintenant. Voilà. Merci. Dans les points que soulevait l'étude aussi, donc je l'ai dit tout à l'heure et je l'ai rappelé, ça devient nécessaire d'être deux. Et alors une question qui n'était pas facile à poser, mais qui sans doute reflète plus la réalité que ce que l'on souhaiterait, c'est que potentiellement vous ne partirez pas tous les deux en même temps, et que donc il restera l'un de vous. Et donc la possibilité d'élargir du coup le cercle des aidants au moment où vous serez... Est-ce que ça, vous en avez reparlé ou... On n'en a pas reparlé, non. Et je trouve que, en tout cas, moi, sur cette question-là, je me trouve un peu dans une impasse parce que il nous arrive d'aller rendre visite à Sylvain avec des amis, voilà, qui ont connu Sylvain. Sylvain a vécu avec nous jusqu'à la fin de l'adolescence et l'âge adulte à domicile. Donc voilà, il y avait un réseau autour de nous. Voilà. Donc nos amis, certains viennent voir Sylvain avec nous, et Sylvain en est toujours ravi, mais ils sont comme nous, vieillissent. Voilà. Voire ils disparaissent. Oui. Et oui. Voilà. Donc ça, je trouve que c'est pas simple. Et puis le deuxième obstacle que je vois à ça, même nous, Sylvain reste très présent dans nos échanges et ce qu'on peut vivre avec lui et autour de lui, avec nos amis. J'ai quand même le sentiment que c'est difficile de partager avec eux cette question de l'après-nous. Parce que, je ne sais pas comment dire, mais eux, leur référence, c'est leurs enfants qui vont bien. Donc, ce n'est pas la même préoccupation quand même. Voilà, des enfants qui vont bien sont plus autonomes, ils sont en capacité de mener leur vie. Et on a quand même toujours, nous, cette idée que cet enfant différent doit être protégé par nous. Et ça, c'est difficile à partager, je trouve. Ça reste quand même quelque chose... on en a reparlé là, avec Alain. Je me disais, non, là-dessus, c'est un peu une impasse pour nous. Je ne sais pas si tu veux dire quelque chose. Oui, en fait, quelque chose d'abord qui a une évidence, c'est que nos enfants, c'est eux qui nous rendent visite. Pour les autres. Voilà. Oui, parce qu'on ça va, puis ils habitent à côté de chez nous. Mais enfin, je veux dire, on sent que c'est eux qui se préoccupent un peu plus de leurs parents qui, au fond, vieillissent. Ça a quand même mis un petit peu de temps pour qu'ils s'en rendent compte. Enfin bon, ça c'est... et puis, la situation que vit Sylvain à la Fondation John Boss, là, et à Pénuel, fait que, je crois tous les deux, mais moi je le ressens très fort, l'après-soi, c'est là-bas. Et qu'on voit, il y a sur place des résidents qui n'ont plus de famille. Et donc on est aussi témoin de comment ça se passe avec eux, de l'attention, l'apostrophe, des professionnels à eux, et c'est plutôt rassurant. Voilà, c'est-à-dire qu'on se dit, au fond, bien sûr que c'est pas les mêmes relations, quoique des fois on sent bien aussi que pour les professionnels, j'ouvre une porte peut-être pour vous tout à l'heure là, mais quand Sylvain change de groupe, l'après-soi se pose aussi pour certains professionnels qui vivent un attachement et qui voilà. Mais ce qui est certain, c'est que nous, je trouve que c'est rassurant, voilà. D'autant plus qu'on a quand même passé, quand Sylvain était plus jeune, des périodes où il a été dans des institutions maltraitantes et où on n'avait pas du tout envie qu'il reste et où on n'avait pas confiance en une partie des professionnels. Et donc le fait que, comme le disait un des médecins qui nous a reçus quand Sylvain est arrivé à la Fondation, ici il va poser ses valises, on prendra le temps. Et on a le sentiment que voilà, il est chez lui et quand on y va, on va lui rendre visite chez lui.
y compris le fait de visiter sa chambre quand elle a été changée, comme ça se ferait chez n'importe qui. Enfin, voilà. Donc je crois que c'est ça, dans le remplacement de ce côté-là, et pas... c'est plutôt permettre... La question se pose vraiment par rapport à la fratrie, leur permettre de trouver une place qui ne sera pas la nôtre, qui sera vivable pour eux, tant sur le point de vue matériel que psychologique. Parce que bon, la culpabilité, ils peuvent la ressentir aussi de la même manière. Ok. Peut-être que dans la salle, il y a des parents qui voudraient aussi prendre la parole pour témoigner. Est-ce que vous avez réfléchi à l'après-vous? Oui. C'est où? Levez la main. Ah voilà. Oui, moi je voulais juste partager une chose, enfin, par rapport à ce que vous dites qu'on ne peut pas partager avec les autres parents qui n'ont pas de soucis avec leurs enfants. Moi en fait régulièrement, soit au travail, soit des amis qui me disent j'ai mes enfants qui ne sont plus à la maison, qui sont partis faire leurs études, c'est très difficile à vivre. Et moi, ils ne comprennent pas quand je leur dis non, moi je suis contente que sa sœur, elle soit partie mener sa vie. Et ce qui est difficile, c'est quand son enfant, on sait qu'il ne pourra pas partir. Et ça, ils ne comprennent pas. C'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas partager. Et moi, c'est vraiment très très lourd pour moi. Voilà. Donc je voulais juste, pour rebondir par rapport à ce que vous dites, on n'est pas compris par les autres parents qui n'ont pas de soucis. Quand son enfant part, moi je ne trouve pas ça triste. Je trouve ça très beau, au contraire. C'est quand son enfant ne pourra jamais partir que là, voilà. Merci. Je suis juste un peu curieuse, Alain. Vous avez dit que vous avez dîné avec vos enfants ou déjeuné, je ne sais pas. Mais et quel était le dessert? Le nom du restaurant? Non. Donc ça, c'est votre initiative. Et quelle a été leur réaction finalement? Alors on leur avait dit pourquoi, hein, quand même. Parce que de toute façon, on leur avait expliqué qu'on participait à cette étude et on les avait sollicités, effectivement. Je crois quand même que c'était la première fois qu'on en parlait aussi ouvertement. Et On se donnait un temps pour voilà, qu'on se donnait un temps pour ça, parce que sinon, voilà, c'est... Puis il y a leurs propres enfants à eux, il y a ce qu'on appelle chez nous les valeurs ajoutées de chacun et chacune. Voilà, mais là, c'était vraiment à eux deux. C'est vrai que c'était un temps très privilégié. Et alors, c'est pas très ancien, hein, c'était en janvier, je crois. Donc, je pense qu'ils ont cheminé, en tout cas, moi, ce que j'ai ressenti, d'eux, c'est une forme de libération. Je pense que ça... Oh, j'ai senti... Voilà. Et moi, d'ailleurs, je sens que je suis émue en parlant, parce que j'étais très contente de ça. Parce qu'ils ont vécu avec nous des moments difficiles. Et voilà. Je ne peux pas en dire plus. Alors c'est vrai que Sylvain est polyhandicapé, mais j'allais dire, il a commencé, il continue, par appartenir, éprouver des TSA, dans des syndromes autistiques assez forts, qui l'ont rendu très dépendant. Et puis quand il était plus jeune, avec des crises extrêmement violentes, c'est-à-dire que la fratrie l'a vécu aussi, ça. Hein, oui. Donc c'est et puis il y a une jumelle. Je parlais de culpabilité tout à l'heure parce que effectivement, du côté de Gaëlle, de sa sœur jumelle, dans son esprit, il n'est pas question de laisser tomber son frère. Et quand elle était plus jeune, elle a fait le coup de poing quelquefois avec des gens de sa classe qui se moquaient de son frère. Donc ça a été. Et en même temps, elle se rend compte qu'elle n'y arrive pas.
ou qu'elle n'y arrive plus, ou non, parce qu'elle a souvent dit non, mais moi je veux. Bon, c'est la première qui nous a dit, quand elle devait avoir 19 ans ou 20 ans, qu'on avait des soucis avec Sylvain, qui nous a engueulé parce qu'on lui cachait les soucis qu'on avait. Et qui nous a dit, maintenant je suis majeur, je veux savoir, je veux être au courant de comment ça se passe, etc. Son frère aîné, David, il est plus dans l'organisation et par exemple, non, c'est peut-être pas le sujet. Mais quand même, par rapport au rendez-vous enfin, qu'on a pris avec eux, je me suis rendu compte que c'était David qui décidait dit bon, alors on prend quelle date, etc. Voilà. C'était plus de ce côté-là, quoi. Mais je crois que maintenant, en fait, on attend un petit peu que cet échange chemine et puis qu'on puisse en reparler de manière aussi tranquille que la manière dont ça s'est fait là, parce que voilà, c'était ce qu'ils ont exprimé aussi, c'est parce que c'est vrai que moi j'avais envie de partager aussi avec eux malgré tout le plaisir qu'on a à aller voir Sylvain, enfin, et puis on se sent un peu chez nous maintenant, enfin ça fait 20 ans, même s'il a changé de pavillon, de groupe et tout, voilà. Il y a des résidents qu'on connaît, quand on se promène, on les croise, bon voilà, et on discute quand on peut, enfin c'est... Et Gaël nous a dit, oui, d'accord, mais n'empêche que quand vous revenez, vous êtes fatigué. Voilà, donc... ça, c'était... Et c'est vrai que c'est la première fois que j'entendais ça. Et ça a vraiment permis, voilà, ce que ça a pu permettre. Merci. Est-ce que quelqu'un a un témoignage aussi sur le sujet ? Oui, une première remarque, la fratrie n'existe pas forcément. Un second point, avec ma femme, on fait toujours partie d'une association qui a créé 2 établissements. Et dans les discussions qu'on avait pour la création de ces établissements, un des objectifs, c'était effectivement de décharger la fratrie du souci, de la charge du frère, de la sœur handicapée, en fait. Et vraiment, il y a une charge physique et une charge morale très importante. Et l'objectif, c'était d'arriver à trouver et à créer des établissements qui, comme vous le dites d'ailleurs, prennent complètement en charge la personne handicapée et qu'il ne reste que des moments de plaisir avec le frère ou la sœur. Voilà. Oui, vous avez raison de le rappeler, la fratrie n'est pas toujours présente. Et du coup, ça pose d'autres questions et peut-être que ça accélère aussi un besoin d'anticipation de l'après-soi ou un besoin d'être rassuré sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Oui, ce que je voulais ajouter, on est parents d'une enfant polyhandicapée adulte, 30 ans aujourd'hui, nous on est près de la... J'ai un peu plus de 100 ans. Voilà. Donc il n'y a pas que... Tous nos enfants ne sont pas en internat en fait. Et les modes de garde, justement, d'accueil se transforment. De plus en plus de familles et de plus en plus d'enfants handicapés souhaitent rester à la maison. Voilà. Et ça pose d'ailleurs un problème, justement, sur l'après-soi. Parce qu'ils veulent rester très longtemps à la maison. Donc ça, c'est le premier point. Et puis, ce que je rajouterais, c'est ce qui tracasse aussi les familles. C'est aussi... après soi, donc c'est la sécurité matérielle bien sûr, la sécurité affective, voilà, la citoyenneté, comment on continue après soi, et voilà, donc ça c'est des choses je pense, sur lesquelles il faut aussi travailler, parce que tout ne doit pas reposer, comme le disait monsieur, sur la fratrie. Voilà. Et ce que je souhaite aussi, que vous avez souligné tout à l'heure, c'est l'importance des professionnels, parce que les professionnels tout au long de la vie de l'enfant, en fait, il joue un peu ses rôles, ses fonctions. Oui, effectivement, le domicile, je donne la parole tout de suite. On l'a peu eu dans notre échantillonnage de parents volontaires, mais c'est effectivement une question qui se pose. Et puis, parmi les situations qu'on a croisées sans avoir pu les explorer plus, c'est effectivement lorsque...
un des parents décède et que la vie à domicile devient difficile, notamment par le vieillissement du parent qui reste, où là, l'entrée en établissement peut-être va se faire de façon obligatoire ou faute d'eux. Et c'est là où ça devient difficile, effectivement. Après, il y a plein d'habitats alternatifs qui se créent aussi. Et c'est bien aussi d'aller explorer ce point-là pour aller voir comment faire, finalement, pour accompagner, anticiper l'après-soi, etc. Excusez-moi si je peux me permettre une nouvelle fois. Enfin, je ne l'ai pas précisé, donc moi, mon fils est à la maison, il va sans doute rester à la maison parce qu'il a un handicap qui lui permet pour l'instant. Et en fait, c'est vrai que la période au moment du Covid a été un gros révélateur parce qu'avec mon mari et moi, enfin surtout moi parce que mon mari ne parle pas tellement, mon angoisse c'était de se dire qu'est-ce qui se passe si j'ai le Covid et je suis hospitalisée, si mon mari est hospitalisé, il a le Covid. Là, je me suis dit, mais qu'est-ce que devient notre fils? Et ça a été une angoisse et je pense que ça a été un gros révélateur, cette période. Alors, moi, je vais juste rajouter un petit mot. Oui, on est là pour parler de choses qui ne sont pas forcément faciles à dire, hein, on l'a vu, merci. Mais bon, comme c'est fait avec tact, et puis on est là pour tout se dire. Je voudrais juste rajouter on n'est pas à l'abri de bonnes surprises, hein. On a évoqué effectivement la disparition d'un des deux parents. Et ça, peut-être que Maître Bourdelle le dira, je sais que je le vois opiner du chef. On a des fois de belles surprises avec des énergies qui arrivent qu'on ne soupçonnait pas, de gens dont on n'imaginait pas qu'ils puissent se mobiliser et qui prennent goût à l'affaire et qui s'impliquent. Donc il faut garder cet espoir, peut-être les susciter aussi, les préparer. Mais voilà, il faut se dire il peut y avoir de belles surprises. Et un petit exemple de mon passé en établissement, où effectivement les enfants, qui sont des adultes, les adultes qui se retrouvent seuls sans parents, ont parfois j'ai presque envie de dire souvent, des traitements un peu privilégiés avec des moments plutôt sympathiques. Je pense notamment aux périodes de fête où tout le monde part. Et bien c'est le moment où on est seul ou deux à rester dans l'établissement. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui se passe qui est pas comme d'habitude avec l'équipe, et il se crée des liens moi j'ai vu ça, hein. Ce jour-là on a le temps de s'occuper particulièrement de cette personne, de la pomponner, de répondre un peu à ses caprices mais ses envies. Donc on peut aussi faire confiance aux équipes qui savent aussi prendre le relais quand il le faut. Bonjour, je suis Caroline Brisset, je suis psychologue dans une maison d'accueil spécialisée à Coulommiers, et je voulais rebondir sur ce que vous disiez parce que dans cet établissement, il y a des personnes sans famille, et dernièrement, on s'est questionné au sujet de ces personnes parce qu'il y a eu une de ces personnes qui est décédée. Et je voulais vous dire, parce que je trouve que c'est quand même important et ça peut être rassurant. Cette personne a été enterrée du coup à Coulommiers, là où elle vivait. Il y a eu 15 professionnels qui sont allés à son enterrement. Ils étaient seuls, mais ils étaient 15. C'était jamais arrivé qu'il y ait autant de professionnels de l'établissement pour accompagner un résident. Et ils étaient tous très affectés. Et en fait, alors ça pose d'autres questions. Mais vous voyez, moi j'ai vraiment eu le sentiment qu'il y avait comme un glissement et que finalement la place de la famille qui était vide, elle avait été ces dernières années occupée par les professionnels qui s'étaient investis, je pense, de manière très inconsciente, qui s'étaient sentis investis, peut-être missionnés. En tout cas, ils étaient là. Ils étaient à cette place et ils ont été là jusqu'au bout. Et je trouvais que c'était un beau témoignage que j'avais envie de vous partager. Alors, je vais rebondir là-dessus, décidément. Une anecdote, qu'on a eue au CRMH, on a été sollicité par un frère, le frère d'un adulte polyhandicapé qui est décédé, l'adulte polyhandicapé. Et ce frère a découvert lors des obsèques que son frère avait toute une vie qu'il ignorait, avec des gens qui étaient réellement affectés par sa disparition, qui le connaissaient, ce frère polyhandicapé
avait une vie qui était la sienne, sociale, avec des relations, des amis. Et c'était à l'insu de son grand frère, donc il l'a découvert lors malheureusement des obsèques. Mais voilà, sachez que voilà, les adultes polyhandicapés ou handicapés en général ont aussi une vie sociale, même s'ils sont dans des établissements qui échappent aux familles, ce qui est somme toute naturel. Hein. Moi, ça me fait penser vraiment à une remarque que nous a fait le médecin neurologue qui s'occupait du pavillon où était Sylvain. La dernière fois où Sylvain est venu en vacances avec nous, en plus on avait fait construire une piscine exprès sur le terrain pour qu'il puisse avoir... parce que il n'arrivait plus à monter les escaliers, il n'arrivait plus, et puis on lui en parle. Et puis, on a eu toujours un très bon contact avec lui, donc ça ne nous a pas du tout agressé ce qu'il a dit. Mais il nous a regardé avec un petit sourire, il a dit, vous savez, moi, à 34 ans, il y a longtemps que je ne passais plus mes vacances avec mes parents. Et je crois que c'est aussi ça, c'est-à-dire que derrière le handicap, quel qu'il soit, on ne va pas réduire quelqu'un à son handicap, donc ils ont les mêmes émotions, les mêmes sentiments, et justement, le départ des parents, pour tout le monde, ça l'a été pour moi, pour mes parents, pour vous sans doute, enfin pour ceux pour qui c'est arrivé, c'est une étape qui fait grandir. Et ils sont aussi capables de grandir grâce à ça, s'ils sont accompagnés, évidemment. On s'est beaucoup inquiété, nous, quand Sylvain, on l'a changé de pavillon, parce que ça n'allait pas être la même chose, c'est plus la même équipe auquel il était attaché, et puis il nous a épaté à chaque fois. En fait, il a pris bien plus d'autonomie à ce moment-là. Ce qui était, alors ça renvoie aux professionnels, hein, ce qui pour eux leur posait des questions aussi, avec inconsciemment derrière dire alors l'autre équipe fait mieux que nous, alors que c'est pas ça qui est en jeu en fait. Donc c'est ça qui est rassurant aussi, c'est de le constater, de se dire après tout, tiens, enfin après nous au moins, je pense que il faut faire confiance quoi. Comme on ferait confiance à nos d'autres enfants. Voilà, donc faut leur faire confiance de ce côté-là. Et voilà. Il y a un point que moi j'ai ressenti beaucoup quand Sylvain est allé en établissement. C'est le fait qu'en tant que parent, et tous les parents s'en rendent compte, on devient un peu des experts, au moins de cet enfant-là. On est très embarrassé en français, hein, parce que le mot enfant, ça veut dire à la fois c'est un âge, en même temps c'est notre progéniture. Alors, on a des enfants qui ont 40 ans, mais... Et donc on est amené des fois, quand c'est possible, à dialoguer, à partager cette expertise avec les professionnels, mais ça a aussi l'effet pervers que... on se dit, il n'y a que nous qui savons faire, quoi. Et c'est ça, des fois, qui est difficile de lâcher, c'est-à-dire d'accepter que... exactement comme pour autre chose que nos enfants, hein, quand on est dans la vie professionnelle, on en met en place des projets, des choses auxquelles on a donné beaucoup, et puis on s'en va, et on se dit, mais qu'est-ce que ça va devenir alors voilà. Alors, moi, je suis quelqu'un qui aime écrire, et j'ai écrit le parcours de vie de Sylvain, par exemple, ça, il y a longtemps. Et j'ai écrit aussi les quelques mots qu'il peut dire, enfin des choses comme ça, laisser des traces bon, pour l'instant, on est encore là tous les deux, mais pour l'après, et j'ai envie de poursuivre. Voilà, peut-être plus sur qui il est, ce qu'il aime. Voilà, c'est quelque chose qui est simple à faire, qui est agréable à faire. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est agréable à faire. Et je pense que ça peut préparer aussi. Voilà, c'est un petit truc comme ça, qui vaut ce qu'il vaut. Oui, on prend conscience justement que des épreuves ont été des étapes positives. D'autres non. Très bien, merci. Bon, alors si je résume un petit peu, depuis qu'on a échangé ensemble, vous avez discuté ouvertement et explicitement avec vos enfants sur la place qu'ils pourraient prendre quand vous ne serez plus là ou même avant. Et vous avez pris l'initiative d'organiser donc un café des aidants sur cette thématique qui aura lieu donc au mois d'avril au sein de l'établissement de votre fils.
Et vous aviez déjà, mais aujourd'hui ça prend peut-être un autre sens, commencé à écrire la vie de Sylvain, ses grandes étapes, ce qu'il sait faire, etc. Ok, eh ben bravo, merci. J'ai complètement omis, parce que je l'avais intériorisé, qu'il y avait une seconde famille qui devait intervenir, la famille Jean-François. Donc c'est un papa qui est également directeur d'établissement, donc il y avait la double casquette, et qui malheureusement, il y a un décès dans son établissement, alors il a préféré être auprès de la famille qu'auprès de vous, et j'espère que vous comprenez.